Mesdames, Messieurs, oh là. J'étais premier surpris. Tout d'abord, je tenais à vous présenter les excuses de Madame le maire, Frédérique Macarec, qui ne peut pas être présente parmi vous ce soir, qu'il regrette infiniment, voilà, et qui a souhaité en tout cas une bonne conférence à Martiaux. Martiaux, que je remercie de se prêter au jeu des deux conférences qu'il va produire ici, aujourd'hui et demain, sur des thèmes que l'on est censé connaître, l'art déco, mais que l'on va forcément découvrir, puisque, comme il le dit parfaitement, il n'y a pas un art déco, mais des arts déco. Martiaux est celui qu'on ne présente plus à Saint-Quentin, beaucoup le connaissent maintenant, et pour ceux qui ne le connaissent pas, je rappelle que Martiaux Ruyter est président de l'Institut Brésil Art Déco, qui est un référent incontournable dans le monde de l'art déco international, connaît partout, voilà. Et c'est un passionné. C'est bien, puisqu'on a le titre ici qui retrouve la passion. Comment peut-on être autrement que passionné par l'art déco? L'art déco, on peut passer devant, on peut dire oui, c'est joli, etc. Mais quand on commence à s'y intéresser, c'est forcément passionnant. Et on a envie d'en voir. Parce que pour en voir, il faut visiter et il faut évidemment sortir de sa ville. Martiaux Ruyter, on peut dire avec Saint-Quentin, c'est un peu une histoire d'amour. On l'a rencontré il y a quelque temps, et pas pour moi c'est récent, c'était presque, je pense, l'année dernière. La première fois était 2007. Hein. Voilà, 2007, voilà, oui, mais moi je ne l'ai pas rencontré à l'époque. Voilà. Et tout de suite, entre passionnés, on a l'impression qu'on se connaît depuis 20 ans. Voilà. Donc c'est toujours comme ça. Alors ce soir, Martiaux va nous faire découvrir l'art déco brésilien et de l'art déco. Je ne connais pas le contenu de sa conférence, mais je pense qu'on va voyager. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, mon discours ne va pas être beaucoup plus long. Je veux simplement présenter des excuses, car je vais devoir quitter la conférence maintenant. J'ai une obligation à laquelle je ne peux me soustraire et qui était prévue depuis longtemps. Donc, croyez bien que j'en suis forcément vraiment désolé. En tout cas, je pourrais visionner, parce que c'est enregistré, je pourrais visionner la conférence de Martiaux. Il avait proposé de me la faire en privé, mais enfin, je pourrais la voir comme ça. Voilà. Et demain, je serai là, évidemment, du début jusqu'à la fin. Et je n'ai aucun problème demain. Voilà. Martiaux, je ne vais pas être plus longtemps et je vais te passer la parole. Très touché par le mot de Bernard, qui vraiment a pris un peu cet étendard, parce que je ne vis pas à 50 ans. J'aimerais bien venir toujours pour aider cette ville, qui est un joyau de l'art déco, à montrer au monde et surtout à ses propres citoyens que l'amour pour l'art déco ne peut pas être oublié. C'est quelque chose qui est dans l'histoire. On ne fasse pas l'histoire, on la comprend, et quand elle est belle, on la célèbre. Et c'est le cas de l'art déco présent à Saint-Quentin. S'il a été fruit de la destruction de la Première Guerre, on comprend ça, on lit toujours ça, qu'après la Première Guerre, il fallait reconstruire les choses. Le chemin a été fait pour la beauté, pour l'amour, pour la nature, pour les choses qui n'ont rien à voir avec la guerre. Alors, l'art déco a souffert ça, parce qu'après la Deuxième Guerre, personne ne voulait savoir d'art déco. Tout ça était un peu les souvenirs des guerres. Et il a fallu 20 ans pour que l'art déco revienne. Et on voit avec plaisir, enchantement, surprise, que Saint-Quentin avait gardé des immeubles comme celui-ci, comme le casino, comme le buffet de la gare, comme des endroits mythiques dans l'art déco.
Alors, ce que je vais faire, c'est de montrer aujourd'hui un peu, bien sûr que dans une heure, on ne peut pas parler de tout l'art déco et même pas de tous les liens que l'art déco français a eu avec le Brésil. Et le Brésil aussi a influencé l'art déco français. C'était une voie avec deux sens. Et bien sûr que demain, on va parler un peu des mêmes sujets, mais sur un autre point de vue, qui sera l'influence indigène que beaucoup de Français ont aussi pratiqué. On appelle art premier en général, mais c'était aussi l'art des Indiens brésiliens présent dans des tapisseries, dans des vases, même dans l'architecture. Je vous remercie d'être là, vraiment. C'est un plaisir de voir des visages déjà familiers, d'autres qui ne sont pas, mais qui seront dans le futur. Et aujourd'hui, se prêtent à commémorer avec moi l'art déco qui est si présent à 50 ans. Bon, je vous demande un peu la permission de m'asseoir, parce qu'après une chute dans une cascade, dans l'idyllique Rio, j'ai un peu les pieds qui ne sont pas très 100%, mais je me soigne, et je serai là comme ça, mais j'espère que personne ne va penser que c'est un manque de respect. Ok. Bon, on commence par c'est peut-être sans le microphone, ça va? Vous écoutez là en bas? Oui? Je peux faire comme ça aussi, non? Ok? Oui, comme ça? Ah, prends-le. Ah, d'accord, ouais, ils sont... Voilà. Oui, moi, les techniques dans la vie moderne, que c'est une exposition en 1937, elles ne sont pas entrées dans ma vie. Parfois, je ne sais même pas quoi faire avec les boutons. Et, cette statue, il y a quelqu'un qui ne la connaît pas, s'il vous plaît. C'est le plus grand monument art déco au monde. Et là, on voit la construction d'une des mains faite en France, dans l'atelier de Paul Landowski. Non, Paul Landowski, en franco-polonais, bien sûr né en France, mais qui pendant toute sa vie a eu une pensée plutôt humaniste, qui n'a jamais été un sculpteur, disons, commercial, qui a été professeur, un grand professeur, directeur d'école de Beaux-Arts, et qui a fait des monuments dans le monde entier. Et à Shanghai, à Buenos Aires, à Rio, à 50 ans. Et il a été appelé par beaucoup d'architectes, beaucoup d'ingénieurs qui voulaient sa présence, parce que c'était pas quelqu'un qui pouvait dessiner, projeter et réaliser un monument à 38 mètres haut qui est érigé à 700 mètres du sol et qui va souffrir tous les effets du vent, de la pluie, de tout ce qu'il y a à 700 mètres en plein air. Alors lui, il était vraiment courageux, parce que le premier sculpteur à être cherché pour faire le Christ, c'était Antoine Bourdelle, à l'époque un âgé monsieur qui ne voulait pas du tout prendre le défi, et Landowski a accepté, et il a fait la main déjà sur place, et tout ça c'était en béton armé, n'est-ce pas? Et les structures ont été faites bien sûr sur place, et avec des échafaudage où le béton coulait, et les mains et le visage ont été appliqués après, parce qu'elles ont été faites à Paris par
à Boulogne, pour être plus correct, parce que l'atelier de Landowski était à Boulogne, Boulogne-Billancourt. Et voilà un petit détail pour montrer un peu la difficulté de projeter quelque chose en cette taille. Et si vous pensez que tout était lisse, non, il y a un mosaïque en pierre qui était composé par des dizaines et dizaines de dames de la société carioca, catholique, bien sûr, parce que tout ça appartient à l'archidiocèse. Ça c'est un monument qui, au début, était un monument à la religion catholique, mais qui, pendant le temps, a dépassé ce caractère. Il est maintenant complètement écuménique. Il n'est pas d'une seule religion. On pourrait dire qu'il est quelqu'un qui donne la bienvenue et qui bénit une ville et qui veut dire venez, et ses bras, si vous voyez un peu là, il paraît d'être, les deux bras paraissent être en ligne, mais en vérité ils ne sont pas. Ils font un peu comme ça, comme s'il allait recevoir quelqu'un et embrasser quelqu'un. Alors, l'ingénieur qui a calculé ça s'appelle Albert Caquot. Est-ce que quelqu'un a entendu parler d'Albert Caquot? Un grand Français. Et lui, il a été vraiment appelé parce que le premier à penser cette sculpture, ce monument, c'est un Brésilien, un architecte, ingénieur, Heitor da Silva Costa, avec qui on peut dire on partage la sculpture. Non, on a deux auteurs. On a les sculpteurs et on a l'architecte et ingénieur. Parce qu'avec seulement un sculpteur, on n'arrivera pas là. Et on avait aussi un ingénieur pour le calcul qui était aussi important que les deux premiers. Parce que sans un calcul vraiment puissant, la statue ne serait pas debout jusqu'à là, et on espère qu'elle reste pendant beaucoup des années. Et même si on a vu des films, avec la statue que ça explode, des films de fiction, science fiction. Un autre Français qui était présent, qui était juif, était Hector Lévy. Hector Lévy, qui était un peu le chef du chantier, a échappé d'une mort violente, de tomber là, dans les 700 mètres, et il a échappé et il s'est converti au catholicisme. Voilà, la statue a déjà fait ses miracles, et il a mis dans le cœur, parce qu'on ne voit pas dans ces photos, mais derrière la robe que le Christ pose, il y a un cœur. Et dans ce cœur, au moment de la formation du béton, M. Lévy a mis une petite bouteille en verre avec dedans le nom de toute sa famille, et comme ça, il essayait d'avoir la protection. Il y a un folklore, il y a plus de 130 copies de Christ Rédempteur dans le Brésil. Chaque ville voulait son Christ Rédempteur. Il y a même une ville qui a fait un Christ plus grand en compétition, mais qui n'a jamais eu la même beauté, parce que Landowski était Landowski et il n'a pas fait cette copie-là. Landowski, il n'a même pas aimé beaucoup les résultats. Ça, c'est dans son journal qu'il a écrit. Michel Lefrançois, l'expert en Landowski, raconte ça dans le catalogue raisonné. Elle montre le moment où il dit qu'il n'est même pas venu pour l'inauguration en 1931. Et il était un peu déçu du résultat. Il était trop exigeant. Il avait fait en 1913 le mur des réformateurs à Genève. Il a fait en 1927 le monument aux morts. Alors, c'était quelqu'un qui était connu dans le monde, et bien sûr, à cause de ça, le
le responsable pour la sculpture est venu. Bon, on va passer, ça l'axe, je pense, de cette petite conférence serait de montrer comme la France, beaucoup de temps, des gens pensaient que c'était un cadeau de la France. L'arrière-petite fille de Heitor da Silva Costa, un jour, elle a commencé à travailler sur ça et à faire des films et à faire des conférences, jusqu'à un point où elle était tellement enthousiasmée qu'elle a commencé à oublier Landowski. Elle a commencé à dire que non, Landowski a eu a donné quelques idées, parce qu'elle voulait que les gens, tout le monde pensait que ça, on a eu même au Congrès mondial d'art déco un très grand bagarre avec d'autres spécialistes qui étaient présents, et elle insistait que Landowski n'était pas, jusqu'à un moment que quelqu'un a demandé « Mais votre arrière-grand-père, quelle est l'autre sculpture qu'il a fait ?» Elle n'a pas su répondre. Alors, lui, il était un bon ingénieur, un bon chef d'orchestre. Dans la carte postale éditée en 1931, on lit très nettement « Ingénieur, architecte, Heitor da Silva Costa d'un côté, de l'autre côté de la sculpture, sculpteur, Paul Landowski. » Alors ça dénie n'importe quel doute sur la vraie signature. Non, bon, il fallait revenir quelques années et voir que 50 ans, si près de Paris, bien sûr, a été visité par l'ingénieur qui voulait avoir quelque chose qui célébrait la vie, comme je trouve que le monument à la mort, aux morts, il célèbre la vie aussi. Alors, Landowski avait fait d'autres monuments qui ont toujours eu quelque chose de symbolique, de mythique dans leur histoire. Alors, lui, il était la personne parfaite pour dessiner le Christ. On avait eu déjà beaucoup de projets du Christ avec le grand globe sur la main, que les gens disaient, bon, le Christ avec la balle de football. Et c'était vraiment pas du tout très bien vu en ancien dessin, jusqu'au moment que Landowski a donné l'idée de faire le bras ouvert, et ça a été vraiment très bien. Un morceau par notre Landowski, et on maintenant commence un peu le voyage dans le deuxième axe d'importance que je trouve. L'importance du Christ, c'est indiscutable. Voilà, c'est l'art déco français d'une facture classique. Ce n'est pas l'art déco, par exemple, de M. Janniot, qui est présent au musée Canton de la Tour. Ce n'est pas l'art déco de Lamar, ou même au Brésil, on a Brécheret. Vous allez voir demain des sculptures de Brécheret. C'est un art déco à l'avant-garde. Là, c'est l'art déco classique. Alors, l'axe Christ et l'axe Normandie, ils ouvrent ce chemin, parce que je trouve que ce sont les deux grands moments que la France a menés au Brésil, et que le Brésil a, bien sûr, si ce n'était pas le Brésil, a commandé et a payé Landowski, la sculpture n'était pas là. Alors ça, c'était un moment où les idées et où le sponsoria, l'entrepreneur brésilien, en ce moment, l'entrepreneur était l'Église, qui avait fait des donations, qui avait demandé des donations dans tout le pays pour arriver à la construction du monument. Et si on voit la date de cette affiche, on voit bien que là, 2 juin reviendra. Il va partir le 5 mai. Ça, ce ne sont pas les dates des croisières du Normandie qui ont été faites en 1938 et 1939. Ce que veut dire que l'idée d'amener le Normandie le plus beau, le plus rapide, le plus que vous pouvez imaginer, bateau fait
en 1935 par la compagnie générale. Ça, c'est une affiche, je trouve, assez moderne. Hein. Vous lisez compagnie générale ici, transatlantique. Il a joué avec les mots d'une manière assez à l'avant-garde. Un peu différent de l'affiche déjà pour la deuxième croisière. Alors, le Normandie, qui faisait la route entre New York, Southampton, Le Havre, Southampton et New York, avait pendant l'hiver très peu de passagers. Et alors, il fallait, c'était pas très commercial pendant l'hiver. Monsieur Raymond Whitcomb, en agent de voyage de Boston, a eu l'idée de mettre les Américains dans ce bateau et les amener pour le carnaval de Rio. Dans 2 semaines, il a vendu tous les tickets. Et c'était classe unique. Bien sûr que les cabines étaient de différents prix. Il y avait les cabines les plus luxueuses, les cabines Trouville, Deauville, Rouen, si je ne me trompe pas, les cabines avec 8-10 chambres, 2-3 salles de bain, salon, piano, etc. Varanda en terrasse, une terrasse en face de la cabine. C'était des vraies maisons flottantes. Elles étaient vendues à 120 000 $ pour le 20 jours de croisière. 120 000 $ d'aujourd'hui, non? Alors, ça, c'est le Normandie jouant avec le pain à sucre. Et là, c'est lui, 38 février, 4 février 38, il laisse New York avec un grand carnaval, un grand bal de carnaval dedans déjà. Les Américains aiment la fête et surtout, c'était des Américains qui voulaient venir à Rio dans un bateau comme ça. Alors pendant tout le voyage, ils ont passé bien sûr aux Caraïbes et après ils sont venus direct à Rio sans autre escale à aucune ville brésilienne. Vous pouvez regarder ici des petits bateaux qu'amenaient des gens du port, parce que ça, c'est au milieu de la baie. L'agent de voyage voulait vendre des tickets pour que les gens pouvaient monter à bord, et comme ça, ils ont fait beaucoup d'argent, parce que des centaines, même des faux billets, des faux tickets d'entrée ont été produits, et comme ça, le commandant a eu un cauchemar, parce qu'il voyait des milliers de gens qui entraient, le bateau courait le risque de virer. Et ça, c'était le premier jour. Le deuxième jour, ils ont eu un système pour connaître les faux. Oui, les Américains ne connaissaient pas ce genre un peu malin que les commerçants partout, non? Au Brésil, mais partout, parce que c'était un grand succès annoncé depuis longtemps. Le Normandie va arriver à Rio. Et là, malgré le mauvais temps, les gens sont beaucoup s'amuser. Les gens sont sortis, bien sûr, le passager, pour profiter de Rio. Et les Brésiliens et les Cariocas ont monté pour déjeuner, pour faire des achats, pour voir la décoration, photographier, sortir de là avec des idées pour des décorations. Beaucoup des artistes ont été après appelés à dessiner, beaucoup de Français ont été appelés pour dessiner des maisons à Rio et à tout le Brésil. On va voir après un architecte français qui, avec Jean Dunant, qui était présent dans le bateau, a dessiné pour le Jockey Club de São Paulo. Et là, c'est le Grill Room, le lieu où vous pouvez déjeuner ou dîner avec la vue dehors. Et pour ça, s'il était ancré au port de Rio, ça ne serait pas la ville entière qui le verra. Et comme il était au milieu de la baie, tout le monde voyait ce spectacle, ce monument
tout éclairé pendant la nuit, et tout le monde alors voulait y aller. Et le grill room était la salle à manger moins luxueuse que cette salle-là, où vous avez tout était de la lique et de la bourrée. Vous savez qui a la bourrée? La bourrée, c'est le designer du buffet de la gare. Alors, Auguste Labouré et la lique ont conçu l'éclairage. Les murs étaient dans cette salle qui recevait 1000 personnes à manger. C'était considéré plus luxueux que la salle de glace à Versailles. Et bien sûr, ça c'était fermé, on ne voyait pas la ville. Pour aller dîner, regardant la ville de Rio, tout éclairé aussi, ce que c'était un spectacle, beaucoup de gens préféraient le grill room, la salle à manger avec des fenêtres. Là, c'est un autre endroit où on voit ici à peine des chevals dans le fumoir qui présentaient des panneaux par Jean Dunan avec des scènes de la pêche. Là, c'est la conquête du cheval. Il y a les moissons, des scènes, disons, masculines, parce que un peu des scènes énergiques, que c'était un peu le thème de tout le fumoir qu'on connaît, où les fumoirs avaient des gravures un peu érotiques ou de scènes pleines d'énergie, parce que c'était des endroits où les hommes se réunissaient. Alors, il fallait avoir des thèmes à ce niveau, même si la cigarette le laissera un jour sans beaucoup d'énergie. Alors là, c'est vraiment le fumoir typique. Fumer en 1930 était ultra chic, non? C'était quelque chose que vraiment... Bon, qui est-ce qui était dans le fumoir? Je doute, mais peut-être parce qu'elle était très, très à l'avant-garde. L'artiste la plus connue au Brésil dans les années 20 s'appelait Carmen Miranda. Carmen Miranda, comme ça, vous la reconnaissez, vous connaissez Carmen Miranda, avec le chapeau de fruits, avec une espèce de caricature tropicale, un peu là, toujours un peu caricaturale, un peu la macaquita brésilienne ou sud-américaine. Et les gens ne savaient même pas si elle était cubaine, brésilienne, argentine. Elle était quelqu'un de là-bas, très, très un peu folle, voilà. Mais ça a été Carmen Miranda entre 1920 et entre 1930 et 1939. En 1939, elle monte à bord du Normandie, elle dessinait ses vêtements, hein. Elle faisait ses chapeaux, elle faisait ses souliers. C'est elle qui a inventé un soulier avec des semelles très très hautes, parce qu'elle était une femme en 1,50 m, elle voulait être plus haute pour ses partenaires, etc. Alors elle a inventé ça, c'est un peu une inventeur aussi. Alors là, c'est l'art déco total. Et elle monte à bord. Il y avait un monsieur qui voulait la connaître, Lee Schubert, américain, roi de Broadway. C'est pas lui là, hein. On avait d'autres photos, mais cette photo, elle était mieux. Alors je pensais que Lee Schubert ne méritait pas être mentionné là, et parce que lui, il nous a volé Carmen Miranda, et il a transformé Carmen Miranda dans un personnage qu'elle n'a jamais su décoller de ce personnage, et elle est morte à cause de ça, parce qu'elle ne voulait plus être la macaquita, et tout le monde voulait la voir comme ça. Elle voulait faire d'autres rôles plus dramatiques, mais elle a toujours eu, si vous avez vu le film de Carmen Miranda, elle a toujours été la secrétaire ou la femme qui n'était pas la grande star, qui ne restait jamais avec le protagoniste. Elle était toujours l'autre. Et elle s'est fatiguée de ça, mais elle a fait pendant beaucoup d'années
par une centaine de shows dans tous les États-Unis. Elle s'est mariée avec un monsieur qui l'a exploité beaucoup et qui la frappait et tout. Alors c'était une vie un peu tragique, mais elle devait être toujours souriante. Et elle a fait, elle est morte à 46 ans. Et après une crise cardiaque, elle prenait bien sûr de pilules le soir, pilules le matin. Et à ce moment-là, je pense qu'elle était très décontractée. Elle n'avait pas connu son mari américain. Elle était au Brésil, très populaire, très connue. Et M. Lee Schubert avait entendu parler. 1939 était un an à New York pour la Broadway terrible, parce qu'il y avait la New York Fair, la foire de New York, et personne n'allait au théâtre. Alors il voulait quelque chose de... Et alors le premier jour qu'elle joue Nuit de Paris, si je ne me souviens pas, ou quelque chose comme ça, bon, premier jour. Le lendemain, elle était déjà une star aux États-Unis, parce qu'elle avait cette espèce de aura, de magnétisme immense. Alors, elle a choisi, pour danser aussi, elle a choisi le Grill Room pour ce dîner avec Lee Schubert. 5 mois après, elle a pris un autre bateau, le SS Brésil, et elle n'a jamais rentré au Brésil. Elle a resté aux États-Unis, elle a eu sa carrière, mais on peut partager la carrière américaine. Alors, qu'est-ce que Carmen Miranda a à voir avec la France, avec France et Brésil, la même passion? C'est à cause du Normandie qu'elle a, dans sa biographie, elle a reconnu que quand elle est rentrée dans le Normandie, elle a dit « Waouh, ça c'est où je veux aller. C'est ça le monde que je veux connaître. » Parce elle avait eu déjà au Brésil tout ce qu'elle pouvait avoir. Elle ne savait pas quoi faire. Elle avait atteint tous les sommets. Alors là, elle a décidé d'avoir cette carrière internationale après avoir connu le luxe du Normandie. Édité, cette croisière avait vraiment eu un grand succès. Vous voyez, on est en 38, hein. On est dans la première. Carmen Miranda est montée à bord en 39, et on n'a pas eu en 40 parce qu'en 39, Normandie a été demandé par les États-Unis. Le Normandie, quand la guerre éclate, il est au pire 88 à New York, et les États-Unis disent non, 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 ça ne part pas, ça va devenir le Lafayette, et ça va transporter des troupes. Et les troupes vont dans les cabines avec le piano en queue blanc, et avec le marbre, et avec des lacs de Jean Dunas. Non, non, on va retirer tout ça. À cause de ça, on trouve beaucoup de pièces du Normandie encore dans les musées, encore dans les collections. Et à cause de ça, le Normandie prit feu, parce que la soude pour démonter a fait commencer un petit incendie. Les pompiers new-yorkais ne se comprenaient pas avec le personnel de bord du Normandie, et ils ont commencé à jeter tellement d'eau que le bateau a viré. Comme ça, il n'a pas eu sa mort décrétée par le feu, mais par l'eau. Et moi, j'ai un petit, disons, poétique explication pour ça. Lui, il a su qu'il allait transporter des troupes et troupes et troupes. Et bon, tous ces gens, tout ça, mais le glamour et les robes. Ah, je me suicide. Je vais devenir la ferraille. Je ne veux plus continuer ma vie avec des troupes, les odeurs de parfum français et tout ça. Ça va être le passé. Bon. Le Normandie, comme industrie de souvenirs, on trouve parfois, ça j'ai acheté à Nantes, les médailles j'ai acheté à Cherbourg, on va comme ça en cherchant des mémorabilia du Normandie. Et c'est très prisé, beaucoup de gens collectionnent, c'est pas seulement moi, mais moi je suis vraiment un peu maniaque de tout ce que j'ai, peut-être 15 ou 20 items que je ne vais pas montrer tous.
peut-être un jour dans une exposition. Mais là, on passe à l'autre bateau qui va être très, très, très fameux et très présent, mais avec 2 ans seulement d'existence, 31 à 33. L'Atlantique a fait, pour la compagnie navigation sud-atlantique, la même chose que le Normandie a fait pour la compagnie générale transatlantique. C'était des icônes de luxe, de grand luxe, un peu plus petit que le Normandie, mais avec les mêmes artistes. Le Normandie a été fait un peu à l'échelle plus grande, mais c'était l'Atlantique, le paquebot Art déco, le premier. Parce que le Île-de-France, qui venait un peu avant, 1927-28, était aussi Art déco. On a eu d'autres Art déco, mais à l'échelle des décorateurs importants, et pas seulement de gens qui faisaient des bateaux. Ça, il y a une différence. Un bateau comme le Queen Mary était luxueux, mais on regardait là, on ne savait pas beaucoup, on n'avait pas beaucoup de renseignements sur les gens qui ont fait. Mais quand on entrait dans l'Atlantique ou dans le Normandie, on voyait Edgar Brandt, on voyait Jean Dunant, on voyait on voyait la Lick, on voyait les grands noms. Ça, c'est un peu différent que le staff des décorateurs des bateaux qui étaient toujours les mêmes, étaient un peu dessinés comme le client voulait. Et là, et ce bateau, l'Atlantique, faisait la route Bordeaux-Rio. Alors là, c'était vraiment un bateau où beaucoup de Brésiliens ont voyagé. Et quand il arrivait à Rio, à Pelotas, un autre jour, j'ai trouvé à Pelotas 2 panneaux de Gaston Priou, qui était un des décorateurs, qui a fait des lacs, et qu'on avait de Gaston Priou, ici dans l'expo 50 ans Art déco, on avait un bel panneau de lac de Gaston Priou. Dans l'Atlantique, Gaston Priou était présent. Alors les gens arrivaient à Rio, et n'importe où, au Brésil, et voulaient avoir la même décoration. Ça a été le rêve de toutes les femmes qui se mariaient, et après le voyage de noces était à bord, et quand elle revenait, le pauvre mari avait l'obligation de faire tout français, de faire tout le luxe. Alors c'était vraiment l'histoire très commune. J'ai entendu parler beaucoup de fois, parce que quand j'ai commencé en 1968, beaucoup de gens étaient encore vivants et pouvaient me raconter toutes ces histoires, son voyage en 1930-31 dans l'Atlantique. Ça, c'était la rue de la Paix. Soi-disant, parce que c'est le commerce dans l'Atlantique. Et quand le bateau était arrêté, était ancré, tout le monde pouvait visiter. Hein. Les compagnies, ce n'était pas seulement le cas de Normandie. Toutes les compagnies gagnaient beaucoup d'argent en vendant des parfums, des fleurs, des automobiles. Toujours français, bien sûr, ça c'était un représentant, une ambassade flottante de la France. Et le commerce, non, on ne peut jamais oublier que les expositions 1925, 1900, avec ses 151 millions de visiteurs, 1925, avec 16 millions, 37, ces expositions étaient sponsorisées par le ministère du Commerce et de l'Industrie. C'était pas de exposition à voir, regarder et sortir, non, c'était pour vendre, c'était pour acheter. L'industrie française a beaucoup gagné avec ces expositions et avec ces bateaux, parce que c'était un peu le rayonnement du produit français qui allait très très loin, en Indochine, à Rio, à New York. Et à cause de ça, ces bateaux avaient ce luxe, parce que la dépense, l'argent nécessaire pour le bâtir ne signifiait pas seulement les tickets, non, signifiait tout ce qui était vendu dedans. Par Jean Dunant, un autre
un autre salon, une salle de danse de Jean Dunand, avec les lacs de Jean Dunand au mur. La descente pour l'escalier, toujours les salles à salle à manger dans tous les bateaux devraient avoir un escalier. Vous savez pourquoi? L'industrie de mode, elle dit merci à ça, parce que les femmes, elles aimaient faire l'escalier. Alors tout le monde qui était déjà assis regardait qui venait et pouvait voir dès le soulier jusqu'au chapeau ou à la chevelure, tout ça qui était vraiment à l'époque très considéré. Cet escalier, si vous voulez, je vous répète, hein, l'escalier, hein, voilà, c'est un escalier qui était vraiment très, très connu pour les Carioca, pour les Brésiliens. Et alors, messieurs, l'architecte de ce cinéma a répété la même chose, même l'alternance de métal avec métal chromé et métal doré, tout ça rassemble l'Atlantique, l'escalier de la salle à manger de l'Atlantique. Bon, à Rio, dans tout le monde, si on va à Tel Aviv, à Israël, si on va partout à Paris, il y a même un immeuble appelé immeuble Paquebo. Le style Paquebo, la manière de voyager, si vous imaginez combien de gens voyageaient par bateau, c'était plus en comparaison avec les numéros d'habitants d'une ville prenant un bateau que peut-être aujourd'hui, parce que les gens voyageaient beaucoup, parce qu'on avait 3 classes. On avait première, deuxième et troisième. Et les gens, aux années 30, voyager, c'était quelque chose qui est devenu vraiment nécessaire. Dans un salon littéraire ou social, si vous disiez « Ah non, je ne connais pas Rio », ah non, c'était pas bien vu de connaître Rio, de connaître le reste du monde, voilà. Et ça, c'est le deck du Normandie. Et on a des constructions et des constructions. Bien sûr, ils ont fermé les terrasses là, mais on a tout ça. On va avoir. Ça, c'est à Rio, un immeuble qui est en train d'être rénové. Là, on a une exposition au sud du pays, à Porto Alegre, 1935. Voilà, bateau, tout à fait, style Paquebo est présent, très, très, très présent. Comme on était en bateau, on va rester dans le streamline. Le streamline, c'est l'aérodynamique. Et j'ai préparé ça avant d'aller voir, merci Monique Brie de m'avoir apporté au musée Mermoz. Vous connaissez le musée Mermoz? Oh, je viens de Rio, hein, 11 heures de distance pour connaître le musée Mermoz. Et vous avez 1 heure de distance. Alors, il faut y aller, parce que c'est vraiment un moment d'un héros français tellement important. Et vraiment, sans lui, il voulait plus voyager pour Air France, il voulait quitter Air France, et l'Air France ne l'a pas laissé. Non, parce que c'était le meilleur. Non? À Aubenton, oui, en face de la maison natale de Mermoz. Il est né en 1901, il est mort en 1936, disparu avec ses aventures. C'est vraiment difficile à croire. Ce qu'il faisait, c'est quelque chose qu'on peut imaginer vraiment un cerveau un peu fou, parce que c'est vraiment, le danger était dans toute sa vie. Tout ce qu'il a fait, c'était avec du danger. Il jouait avec le danger d'une façon que un jour, il a perdu le jeu, mais pas du tout, parce qu'il avait établi la ligne Europe-Amérique du Sud, avec d'abord l'ATCOR, après avec Aéropostale, et après Aéropostale, qui a été fondé par un monsieur très lié au Brésil, qui s'appelle Marcel Bouillot-Lafont, un milliardaire français,
qui s'est pris d'amour pour le Brésil, s'est transféré au Brésil, a fondé la banque foncière du Brésil et de l'Amérique du Sud, et qui avait aussi d'autres affaires. J'ai connu l'arrière-petit-fils d'un monsieur qui était son partenaire dans l'immobilier. Il a fait des chemins de fer, il a participé dans des constructions de ports, il faisait des investissements avec l'argent français. Paul Claudel, comme ambassadeur de France, est venu en 1919 pour savoir comment cet argent était employé, parce que beaucoup de Français sentaient que l'argent n'était pas tellement bien appliqué. Alors, mais Claudel est revenu, je pense, assez satisfait, parce que Martial Bouillon était un visionnaire. Tellement visionnaire qu'il a mis beaucoup d'argent dans l'Aéropostale, mais n'a pas eu beaucoup de succès, a fait faillite en 1933, et Air France est né du regroupement de 5 Air Orient et d'autres noms que je ne me souviens pas maintenant, mais vous avez tout ça au musée Mermoz. Et Madame Charvet, qui est la directrice, elle est vraiment charmante. Elle ne connaissait pas beaucoup sur Bouillot-Lafont, et Bouillot-Lafont, c'est un peu un personnage que je cherche beaucoup, parce que lui, il fait vraiment ce lien. Il a eu même une agence, une filiale de la banque dans un immeuble Art déco à l'avenue de Friedland à Paris, qui était sublime Art déco. Alors, on continue. Aéropostale s'était installé à l'avenue de Rio Branco, le grand boulevard totalement français à Rio, fait en 1950 avenue de Rio Branco, où après Air France s'est installé. Ah bon, alors là c'est déjà les années 30-40, une prémonition française. Monsieur Lucien, là son nom c'est... Je ne me souviens pas son nom, mais il est dans des grands qui faisaient des affiches pour Air France. Quand même, il a mis Rio et São Paulo ensemble. Dans le futur, les deux plus grandes villes au Brésil, elles ont 400 km entre les deux. Maintenant, quand on part de Rio et on va à São Paulo, on ne voit plus les routes. C'est tout des petites villes là. C'est comme si c'était un grand village. Chacun avec 10 millions de personnes. São Paulo avec 20 millions de personnes. Alors, ça fait vraiment des grandes villes. Et la même chose, il a rêvé de Buenos Aires et Montevideo, qui sont aussi très près. Là, on tombe sur cette affiche qui, à mon avis, c'est un des plus significatifs. Pas seulement qui a signé, ça je n'ai pas oublié, c'est Vasarely, Victor Vasarely, le grand monsieur de l'Opera Art en 1946. Le Constellation arrive à Rio en laissant des ombres tout à fait déjà des expériences optiques, non? Op art. En 1955, il présente à la Galerie Denise René à Paris la première exposition de Op art. Et en 1946, il était un Hongrois qui arrivait à Paris pour étudier. Il était déjà très... c'est drôle parce que la même agence qu'il a admis, Havas, continue toujours l'agence de publicité d'Air France. Et M. Vasarely a rêvé d'une route vers la paix, vers le soleil. N'oubliez que ça, c'est 1946. C'est le soleil, c'est la lune. Il y a des gens qui disent que c'est la lune, d'autres disent que c'est des gens qui connaissent bien la géographie, disent que par sa position, c'est le soleil. C'est une route vers le bonheur et vraiment... Et si vous voyez cet avion, il est aussi de la même façon le style de paquebot et style streamline dans l'architecture
si vous voyez ça comme le corps d'un immeuble, et si vous voyez ça comme les vérandas, les terrasses, on a beaucoup d'immeubles à Rio qui font un peu ce dessin, squelette, non? Qui met le corps central et avec des ailes à la latérale. Et bon, ça c'est une des affiches les plus demandées, les plus prisées dans le collectionnisme d'affiches. Ici, c'est Air France à Avenida Rio Branco, qui était une avenue comme ça. Hein? Tout était neuf en 1900. Un préfet voulait faire Paris au tropique et il a démoli tout ce qu'il y avait dans ce parcours. Elle a 3 kilomètres et maintenant on trouve 6 ou 7 immeubles parce qu'au Brésil, un peu comme partout, et j'espère que Saint-Quentin n'a pas cette espèce de faire le moderne chaque décennie. La décennie dernière ne veut plus. On veut le moderne de 2018 parce que le moderne de 2000 est déjà très vieux. Et les gouvernants font partie de ça. Les maires, les préfets, ils veulent laisser leur marque. Alors, tout ce qui vient du passé, ça n'a pas sa signature. Alors, il faut vraiment faire attention. Parce que Rio, dans la avenue de Rio Branco, on a 3 générations ou 4 générations déjà des immeubles. Dans le même terrain, en 1900, où on avait ces jolis beaux-arts néoclassiques, éclectiques, n'importe quoi, et style, mais qui a été fait avec un jury et qui disait non, votre façade, c'est pas bon, vous n'avez pas le droit de bâtir. Alors là, dans ce même terrain, en 1920, quelqu'un a démoli, en 1940, quelqu'un a démoli, en 1960, et comme ça, ça va aller, on ne sait pas. Bon. Mais comme maintenant, les immeubles ont 30 étages, ça va être un peu plus difficile. Mais quand ils avaient 10, 15, on démolissait. Et pour aboutir cette avenue, le théâtre municipal qui a été inauguré le 14 juillet 1909 avec une présentation de Réjeanne. Pour ceux qui connaissent l'histoire du théâtre français, vont savoir qui était Réjeanne. Réjeanne est venue comme Sarah Bernard, comme Isadora Duncan, comme le ballet russe se présentait. Tout le monde venait à Rio parce que quand l'été en France, en Europe, était un peu trop chaud, et ils allaient aller pendant l'hiver brésilien se présenter et faire de l'argent. Parce que même le théoricien du futurisme, M. Marinetti, a gagné $25,000 pour ses conférences à Rio. Et vraiment, il était un peu le star. Tout le monde voulait savoir ce qu'arrivait, ce que se passait dans le reste du monde. Bon, pour montrer une chose très curieuse, c'est une affiche d'une compagnie néerlandaise, mais c'est écrit en français, pour vendre des billets aux Brésiliens qui parlaient plus le français que l'anglais et bien sûr que l'hollandais. Et pour les Américains, si on montre ça, les Américains vont comprendre que l'anglais n'était pas très populaire au Brésil dans les années 40. 30-40. Le Clipper, c'est un avion des années 30. On faisait des affiches écrites en français. Bon, et ça, pour commencer et pour faire un peu, déjà, on va un peu plus vite là, on va montrer cette collection de vases Galerio qui a été un peu au début de toute cette passion au XXe siècle, parce que la passion pour le Brésil vient de longtemps. Les Français ont fondé Rio avant les Portugais, si vous ne le savez pas, et qui après ils ont été expulsés par le Portugais. Naudin, le grand botaniste, est allé au XVIIIe siècle faire des recherches au Brésil, et comme ça
Et bon, les galets, les gens voyaient ces vases, des artistes, des littéraires, des gens de toutes les classes, ils achetaient ces vases. Les vases des galets n'étaient pas tellement chers comme il est aujourd'hui. À l'époque, c'était un bon article de luxe, mais on pouvait acheter, donner, faire cadeau. Alors la série de vases de galets, c'est quelque chose de remarquable parce que il y a la gravure en verre qui n'est pas très facile, avec des vraisemblances assez notables. Hein. Même les maisons, si on prend les photos, on voit que c'est tout à fait vraisemblable. Là, un des plus beaux parce que ça fait dans la forme, cette forme-là, elle rassemble un peu le montagne. Et si on le voit de près, on voit que Galet avait ça, c'était fait de son vivant. Mais ça a été continué jusqu'à 1931 quand la manufacture ferme son atelier. D'autres, voilà. D'un côté, on a ça avec les oiseaux de mer, non? On voit de l'autre côté le point à sucre. Voilà, une petite collection et ici les différents grands massifs Carioca qui sont le Corcovado qui va recevoir. Vous pouvez voir qu'il y a une pointe là. Cette pointe a été coupée pour l'installation du Christ. Imaginez-vous aujourd'hui quelqu'un qui dit non, on va couper la pointe d'un massif quelconque pour mettre une statue pour l'Église catholique. Alors, ça seulement en 1930. Alors là, le grand massif du Corcovado, le Pedra da Gávea, un peu lointaine, et le pain à sucre, bien sûr, le plus mentionné dans cette série. Et Blaise Cendrars, le grand poète, écrivain et homme de goût et qui avait toute une pléiade de gens qui le suivaient, vient, là il est au Normandie, hein, il fait le voyage inaugural au Normandie comme reporter et qui a gagné une cabine en première classe et qui a dit non, je veux aller avec la cuisine, avec le staff pour connaître, parce qu'il faisait un journal, chaque jour il voulait savoir les histoires. Ça c'est Blaise Cendrars, déjà sans le bras droit qu'il avait perdu dans la guerre. Et lui, il arrive à Rio, ça c'est un groupe d'intellectuels brésiliens, ce monsieur ici, il a mené la semaine d'art moderne en 22, qui est le grand monument, le grand moment du modernisme brésilien. Lui, de nouveau, avec une des sponsors de sa venue, parce que bien sûr, et on avait des riches personnes à Rio qui payaient pour ces gens venir, donner des cours, faisaient vraiment faire vivante la vie culturelle du pays, de la ville Rio, São Paulo, parce que Marinette Prado, par exemple, elle est mariée avec Paulo Prado, qui est de São Paulo. Bon, pardon, on revient. On a trop... Ah, Blaise Cendrars a demandé à une amie à lui qui s'appelle Tarsila, qu'il a connue en France parce que Tarsila vivait à Paris. Pendant beaucoup de ans, elle a eu un appartement où tout le monde venait, Le Corbusier, Fernand Léger, André Lhote, Stravinsky, Villa-Lobos, Brésiliens. Les Brésiliens et les Français se rencontraient dans cet appartement, mangeaient de la feijoada, avaient caipirinha à la volonté, et les gens faisaient la fête, et beaucoup de gens sont connus là. Et même Le Corbusier a connu le projet d'une nouvelle capitale pour le Brésil. Il a été très animé, et tout d'un coup, il est venu en 29, en 36, il a beaucoup investi dans cette possibilité de dessiner toute une ville. Il était aussi urbaniste. Et à la fin, ironiquement, qui est-ce qui a dessiné la ville? Ses élèves, les élèves de ses cours donnés au Brésil en 29 et 36. Alors lui, il est arrivé au Brésil, on va voir tout de suite. Mais Tarsila était une fille d'une famille riche, du café de São Paulo, et qui s'habillait chez Poiret, chez Lanvin, et qui voulait être peintre. Et ça, c'est sa première exposition à Paris,
où elle a fait 26 ou 30 peintures, mais un peu insécure du succès de l'exposition, elle a appelé Pierre Legrand, qui était un artiste de l'art déco très connu, venait de faire l'appartement de Jacques Doucet, était un des principaux artistes de l'art déco, Pierre Legrand, pour dessiner les cadres. À la fin de l'exposition, tout le monde disait « Ah, ce sont des tableaux objets », parce que les cadres étaient si importants qu'il y avait un mariage entre le cadre et la peinture. Alors, là, le seul cadre qui a résisté au temps, parce que les gens, quand ils achetaient les peintures de Tarsile, avec les cadres, avec miroirs cassés et carton ondulé, peau de serpent. Au Brésil, c'est pas bien vu, peau de serpent. Alors les gens enlevaient les cadres de Pierre Legrand qui aujourd'hui pouvaient valoir 200 000 euros, 300 000 euros, plus la peinture bien sûr. Mais alors où sont ces cadres? On ne sait pas, c'est à la poubelle. Peut-être ils n'ont pas vieilli parce que, disons, carton ondulé. Et alors, mais ça est au musée d'art moderne de Grenoble. C'est un tableau de Tarsile. Tarsile, par contre, a une exposition jusqu'à la semaine prochaine, si vous avez l'envie de voir, au musée d'art moderne de New York. Très grande exposition, très très bonne. Connaissance des Arts a publié il y a 3 mois. Le Normandie ne fait plus non, la liaison, voilà. Mais si vous lisez Connaissance des Arts, vous avez vu un grand reportage. Bon, Tarsile parle en vent. Ici, elle a, pour le bal, en hommage à Santos-Dumont, 400 couverts au cercle interallié. Elle arrive avec ce vêtement, avec cette beauté brésilienne, et fait un grand succès. Tellement de succès que sa carrière de peinture a souffert à cause de sa beauté, comme on a eu d'autres histoires, comme Tamara de Lampica, par exemple, a souffert la même chose. Elle était trop belle pour être peintre, pour être aussi une artiste de valeur. Le Français qui a vu des vases de Galerio, sans doute, ou qui a vu les affiches, qui savait que le monde entier voulait profiter des opportunités de business, surtout avec les guerres. Hein. Le Brésil a beaucoup gagné avec les guerres. Beaucoup de gens importants sont venus pour sortir de l'Europe, qui n'était pas du tout très plaisant le moment, ni à la première, ni à la seconde. Celui-là, c'est Joseph Gir, avec sa femme. Joseph Gir a bâti, seulement ça, a bâti aussi l'hôtel Gloria à Rio, a bâti à Buenos Aires le Plaza, et a bâti, là c'est le Copacabana Palace, aux années 40, avec un annexe art déco fait par Sajous, et l'entrée très art déco du Copacabana Palace, par Joseph Gir. Joseph Gir toujours, en 1929, inaugure, ça c'est encore en finissant, le plus grand gratte-ciel en Amérique du Sud, avec 22 étages. Vous voyez la dimension avec le reste. Hein. Et voilà. Si on montait au dernier étage, on payait le ticket, on pouvait aller au 22e étage. On voyait toute la ville. Si le temps aidait, on pouvait voir même tous les tas de Rio, parce que c'était vraiment le point le plus haut. Et il était tellement visité comme le pain à sucre, ou comme en 31, le Christ au Corcovado. Alors les 3 points d'observation les plus visités de Rio étaient 2 étaient art déco, le Christ et le Edificio Anoite, l'immeuble Anoite. C'est comment il s'appelle, parce que Anoite c'était un journal à l'époque. Joseph Gir avait appelé le grand Armand Rateau
pour dessiner cette salle de bain dans une maison qu'il a bâtie aussi. Joseph Gire a laissé peut-être une douzaine, si je ne me trompe pas, ou même plus, de projets à Rio. Joseph Gire vient d'avoir un livre sur lui, très bien fait par son arrière-grand-fils. 1922, le moment, vous avez vu ça ou c'est trop rapide? Un timbre qui était collé dans toutes les lettres, bien sûr écrit en français parce que c'était un timbre qui allait dans tout le monde, fêtant le centenaire de l'indépendance brésilienne. Et la plus belle ville au monde, c'est un peu, voyons, hein, comme on disait, Saint-Quentin, c'est la ville qui a plus art déco au monde. N'est-ce pas? C'est un peu trop... mais quand on aime notre ville, c'est à nous de la promouvoir, non? Alors, en 22, beaucoup de pavillons ont été faits. Un des pavillons, ça c'est le pavillon français, 5 pavillons, des plus de 30, ont resté. Mais ça a été un cadeau, ça vraiment, pas la statue du Christ, mais ça a été un cadeau de la France après l'exposition pour le Brésil. Académie brésilienne de lettres, aujourd'hui, bâtie au modèle Petit Trianon et par une entreprise appelée Monteiro Aranha. Vous allez voir, Monsieur Monteiro de Carvalho, d'où ça vient Monteiro. Bon, mais qui est-ce qui a été appelé pour faire la décoration de la nouvelle Académie brésilienne des lettres? Le grand Michel Dufay. Michel Dufay était déjà très connu. Il avait dès 1912, il avait déjà son propre business. Il était très connu et déjà à l'avant-garde. Et il a reçu l'invitation de la Red Star, une grande entreprise de décoration à Rio, de venir pour être le directeur. Le premier chantier, c'était de décorer l'Académie brésilienne des lettres. Il était tellement déçu qu'il n'a resté que 2 ans parce que son premier chantier était exactement faire tout ce qu'il ne voulait pas, parce que c'était en immeuble, Petit Trianon, il voulait faire de l'avant-garde. Il pensait, bon, le Brésil, c'est le nouveau monde, je vais développer mon modernisme à Rio. Mais il a oublié que les choses n'étaient pas tellement comme ça. Alors, il a fait les chaises qui sont Louis XVI, mais sont aussi Art déco. Ça, ce sont les chaises de l'Académie brésilienne des lettres. On note ici, il fait la révérence à le style de l'immeuble, mais ici, c'est complètement dépouillé. Alors, Michel Dufay est parti, mais avant de partir, il a laissé ce genre de meubles avec des bois exotiques brésiliens dans le style qu'il vraiment prisait. C'était le style de l'art déco le plus moderne. Hein. Voilà. C'est un peu montrer tous les bois qu'il était ravi. Et quand il arrive en France, quand il revient, il fonde au bûcheron. Et il avait toujours les mêmes fournisseurs de bois qu'il avait connus au Brésil. Alors, le Brésil n'a pas été si méchant que ça pour lui. Il a continué à faire beaucoup de meubles. Il a vécu longtemps. Il s'est marié avec la fille de Bourdelle, Rodia Bourdelle, et à la fin de sa vie, il était le directeur du musée Bourdelle. Bon, un autre Français très important qui a fait l'urbanisme de Rio entre 1926 et 1930 s'appelle Alfred Agache. Alfred Agache, après 1930, malheureusement, avec un nouveau gouvernement, une révolution d'où vient un dictateur qui s'appelait président permanent, ne va pas laisser l'œuvre de Agache être bâtie. Mais beaucoup des idées d'Agache, il a laissé, il a même un grand square par Agache. Ça, c'était le Rio qu'Agache avait voulu. Au même temps qu'Agache était à Rio, et tout d'un coup arrive un grand rival d'Agache, qui est M. Le Corbusier.
Là, ils vont monter jusqu'au pain à sucre. Et ici, c'est notre cher Alberto Monteiro de Carvalho qui a bâti cette maison à Santa Teresa, à Rio, avec des lampes de Perzel, meubles de Dominique, chaises Raymond Sub, un grand vase d'homme Nancy. Là, c'est de Jean Perzel. Non, le grand applique partout la maison, une maison assez imposante. Là, c'est le jardin d'hiver. Ces grilles ont été faites sur commande par Raymond Sub, ainsi que les meubles. Les vitraux sont de Barrier. Et bon, voilà, c'est la maison la plus belle Art déco de Rio. Et qui est-ce qui vient aussi voulant faire des spectacles et gagner son argent en 1929? Joséphine Baker, qui avait fait la première, avait inauguré en 1925. Et Joséphine connaît, venant de Buenos Aires, où les deux se sont présentés. Bien sûr que Corbusier ne dansait pas, Corbusier faisait des classes, des cours, présentait des projets, et surtout voulait avoir des clients pour se lancé dans la profession, parce qu'il était très connu comme théoricien, mais il n'avait pas beaucoup de projets. Les gens le trouvaient trop moderne. Et il connaît Joséphine, alors il rêve de faire une maison pour Joséphine, qui est devenue du jour à nuit très riche. Et il se passionne de Joséphine. Ils ont une relation qui est très bien montrée dans les lettres qu'on trouve à la Fondation Corbusier. J'ai écrit sur ça, les gens disaient non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je dis non, je connais les thés à Rio, ça peut vraiment, ça peut émouvoir les gens. Alors le franco-suisse, très puriste, et la vedette américo-française, exhibitionniste, et les deux se sont trouvés à Rio après la rencontre casuelle dans le Giulio Cesare venant de Buenos Aires. C'est ça. Et là, c'est déjà au bord de Lutetia, à la fête de l'Équateur, arrivant à Paris. Et ici, ils sont dans un spectacle à Rio. Et là, bon, si quelqu'un dit, on descend de Le Corbusier, montrant Joséphine endormie, ça c'était quoi? Dans un spectacle, dans ma conférence, peut-être. Elle m'assistait, elle a fait comme ça, et lui, vite, il a dessiné. Non, c'est vraiment, c'est la preuve que les gens... Et même dans les lettres, vous m'avez laissé tomber, tu m'as laissé tomber, etc. Et surtout, il était très triste parce qu'elle n'avait pas fait sa maison avec lui. Elle a acheté un château 18e. et lui, pas seulement lui, on connaît une maquette d'Adolf Loos, un architecte autrichien, qui était blanc et noir pour signifier le blanc et le noir, et aussi le piano. Il a fait ça, cette maquette est connue, elle existe. On la voit parfois dans des expositions sur Joséphine, la maison dessinée par Adolf Loos pour Joséphine. Et elle était l'égérie des artistes et tout le monde. Jean Dunand dessinait des bijoux. Elle a fait vraiment un succès scandaleux. Et en Amérique du Sud, dans sa tournée, beaucoup de femmes, des dames de l'église catholique se mettaient à l'entrée pour ne pas avoir des spectacles, parce qu'elle était vraiment en danger pour la famille. Hein. Et danger pour la famille et danger pour Rio, c'était le projet de Corbusier. Ça, si vous pouvez voir, c'est vraiment quelque chose qu'il voulait faire. Des immeubles qui allaient toucher le pain à sucre, le Corcovado, etc. Très haut. Bien sûr qu'en bas, serait que deux jardins. Et ici, ces immeubles garderaient tout le commerce, toutes les résidences, tout le bureau, et la ville serait un seul jardin. En bas, serait que un jardin. Un peu visionnaire, non? Mais le bruit des voitures allait au ciel. Et les gens,
ferait le contraire. Au lieu de monter, vous descendrez de la rue. Alors, ça n'est pas passé, pardon, c'était en exercice, je pense, à cause de la beauté de Rio, quand il a pris l'avion, le petit, je ne sais pas s'il était choir, quelque chose qu'il a fait, il a vraiment, bon. Un autre dessin de lui, préservé à la Fondation Le Corbusier, Joséphine et lui. Lui, il s'aimait un peu plus haut, hein, mais en vérité, il était plus bas qu'elle. Hein. Ouais. Et un des grands monuments de l'architecture moderne qui, Le Corbusier, a laissé comme dessin, et ses élèves ont continué, Lucio Costa et Oscar Niemeyer, mais ici, on sent la présence de Paquebot, non? Et vraiment, dedans, les meubles sont très art déco, genre Union d'artistes modernes, genre Amal Stevens, qu'on va trouver dans la foulée là, parce que peut-être vous avez besoin de sortir. Hein. Mais moi, j'étais tellement... j'ai pris du temps pour Landowski. Alors là, notre cher Sajous, qui a bâti ça à Rio. Hein, vous imaginez le modernisme de ça en 1930? Et où est-ce qu'il a pris un autre immeuble de Sajous? Voilà, sa modernité. Il est venu en 1930 dessiner le parc des eaux dans une ville qui s'appelait São Lourenço, à Minas Gerais, qui a, jusqu'à maintenant, l'eau minérale de São Lourenço est magnifique, c'est l'eau que je bois chez moi. Et lui, il a fait un truc merveilleux à São Lourenço. Il a fait sa réputation avec ce parc des eaux de São Lourenço. Et après, il est venu à Rio, il a dessiné une vingtaine de projets, parce qu'il a vécu plus de 20 ans au Brésil. Sajous, qui vient du Pays Basque, je pensais qu'on disait Sajou, mais sa cousine, sa arrière, pas cousine, la fille de son frère, yes. Et elle m'a dit non, on dit Sajous. Toujours, elle était notre invitée au Congrès mondial d'Art déco 2011 à Rio. Voilà, là c'est l'immeuble à Biarritz, qui est un des plus beaux à Rio, dessiné par Sajous. Sajous, de nouveau, a le jardin intérieur, et les appartements ont tout à fait l'air... Il y a des maisonnettes au rez-de-chaussée qui donnent sur ce jardin, qui deviennent un peu très prisées parce que sont très tranquilles. Voilà, le grand... ça, c'est une partie. Lui, il continue. Hein. Lui, il fait 10 mètres de long. C'est ce relief dans un immeuble de Sajous. Sajous, c'est un peu sa marque, ces caissons lumineux. Ici aussi, la ferronnerie, très lourde, très dans le style Raymond Sub, qui, bien sûr, qu'il a appelé Freyhofer, mais qui se sont inspirés du palais des colonies fait par Janio, la sculpture de Janio. Le Jockey Club de São Paulo, un peu plus tardif, années 40, le dessin de Sajous pour voilà, le salon, avec les mêmes fleurs, le même tapisserie sur les fauteuils que on trouve au Normandie, et le panneau Jean Dunin. Quand la construction avait commencé, c'était Jean Dunin, l'artiste, mais Jean Dunin meurt en 1942, et c'est son fils qui va terminer. Mais c'est tout à fait le même panneau, la conquête du cheval du Normandie. Ah, là, je montre un peu la tour de cet immeuble c'était le siège d'un magazine appelé Mesbla, de Maître Blager, un autre Français qui s'est établi à Rio, très puissant, aux années 20, 30, qui a commandé son siège à Sajous, et en comparaison avec la tour qu'en 1925, Malais Stevens, un des grands architectes français qui, s'il n'est pas allé au Brésil, je n'ai pas trouvé, il a beaucoup travaillé avec les Brésiliens, et il a laissé une école
d'architectes brésiliens qui ont assisté le film L'Anumède, dont la décoration était par lui. Regardez le côté très moderne de l'art déco, un autre art déco. Tout ça, c'est considéré art déco. Et les gens pensent que seulement des fleurs cubistes ou de balcons en ferronnerie faisant des baskets des fleurs, non, ça c'est de l'art déco aussi. Alors lui, il a dessiné pour des pavillons de café, des stands de dégustation au boulevard Haussmann et à l'avenue de Wagram, le café du Brésil. Bien sûr que les Brésiliens, ils étaient dans ces stands de dégustation. Tout le monde voulait boire du café. Le monde entier voulait boire du café. Le café était à la mode. Et en 1937, il fait ce pavillon pour les planteurs de café et avec ces sculptures en métal découpé qui font l'habitude du café, vraiment quelque chose à l'avant-garde. Le Brésil, en 1937, il est présent avec ce pavillon, pardon par les photos, mais c'est un pavillon qui va montrer un peu le côté totalitariste de l'époque, parce que entre 30 et 45, on a eu notre président permanent, Getúlio Vargas, mais qui aimait bien l'art déco, parce que l'art déco pour lui, c'était le moderne. Il voulait un Brésil moderne. Il voulait montrer qu'il était dictateur, qu'il n'avait pas beaucoup de liberté, mais il faisait du modernisme. Comme au Portugal, on avait Salazar, comme on avait Hitler en Allemagne et Mussolini en Italie et d'autres. Ils voulaient tous être modernes. Alors là, en 1937, on a cette entrée du pavillon allemand et on a l'entrée d'une exposition que notre président va faire montrant Novo, c'est le nouveau Brésil, entre 30 et 38. Voilà, ici, vous pouvez lire, non? 30 et 38. Des maquettes, des dessins, des photos des nouveaux bâtiments qu'il avait fait à Rio, dans tout le pays, les nouveaux sièges du courrier, la poste gagne des agences par tout le Brésil. Tout le Brésil vient d'être dessiné entre 30 et 45 par le biais d'un modernisme qui plaisait à Monsieur le Président. Alors, lui aussi, là c'est l'avant-dernière photo, il va, ça sera demain, qui va être plus courte parce que là on avait 102 images. Demain on a 55, ok? Alors je voulais que ça était parce que France et Brésil sont des grands géants. Hein? Alors montrer seulement un petit peu. Bon là c'est le nativisme. Getúlio Vargas disait ok, on va développer cette voie. L'origine du Brésil, c'est quoi? C'est pas le Portugal, c'est les Indiens. Alors, on va donner aux Indiens la place qu'ils méritent. Alors, on commence à préserver les Indiens. On a des expéditions pour les trouver et pour les donner des moyens de vie. Avant, on les exterminait. Non? Donc, pendant trois siècles, par tout le monde, hein, les États-Unis, en Australie, les Indiens, qui étaient les propriétaires de la terre, ont été exterminés. Mais aux années 20, ça commence un contre-travail et qui va donner sur l'influence. Les artistes commencent à dessiner des trucs comme ça, inspirés des dessins indiens. Pourquoi il est là? Parce que Henri Gonneau, un céramiste français qui a étudié avec la Chénale pendant l'Art Nouveau, se transfère avec la Première Guerre pour Rio et commence à faire des céramiques, des statues et devient un grand céramiste et très populaire. Et tout le monde avait un vase qui venait parce que c'était pas cher et le dessin de ce vase est dû à un autre étranger, mais en portugais, mais fait dans la céramique appelée Cerâmica Itaipava. C'est un petit village à 50 minutes de Rio où la terre est très bonne, où il pleut beaucoup. Et
là, on aura aussi notre grand Brésilien présent en France, appelé Ivan da Silva Bruns, considéré le plus consistant, le plus fameux, etc. Tout ce que vous pouvez vouloir éloge. Il dessine ce tapis, il l'appelle Brésil, dans la manufacture de Savigny, qu'il fonde aux années 20, et il va développer, si vous allez à Paris voir une expo qui ouvre le 30 sur l'Union d'artistes modernes, vous allez trouver Monsieur Ivan da Silva Bruns, et demain je vais vous montrer d'autres tapis de Ivan da Silva Bruns, et qui sera ouvert demain par cette porte, dont je vous invite demain à ouvrir cette porte pour le nativisme brésilien. Et point final. Ben voilà, je crois qu'on a eu affaire à un passionné. C'était pas la peine d'en douter. On a voyagé, on a vu beaucoup de belles choses. Merci beaucoup, Marcio, pour ta passion et pour nous la faire partager. Donc, bien évidemment, on vous invite demain, puisque demain, ce sera un autre thème, et on ouvrira cette porte qui est absolument magnifique. Et puis, merci à toutes et à tous d'être venus. Il y a un petit pot d'amitié qui vous attend juste après. Voilà. Merci encore. Merci, Marcio. Merci beaucoup.